Que se passe-t-il? L'attaque israélienne contre la Syrie, contre des positions turques en Syrie. Ils ont dit que 5% de la Syrie était sous occupation turque, ou que les Turcs essayent d'y faire entrer leurs forces, leurs armes. C'est pourquoi c'est extrêmement problématique pour Israël, parce qu'Israël voit que ce gouvernement turc se rapproche de ses frontières. Il ne semble pas qu'ils vont reculer. Ils vont au contraire redoubler d'efforts. Et nous pourrions voir de nouvelles attaques dans cette région. Parce qu'aujourd'hui, nous avons appris qu'un nouveau rapport montre qu'ils font entrer des chars et tous ces véhicules militaires dans le nord de la Syrie. Je parle de la Syrie. C'est la Turquie qui fait cela. Et Israël ne va pas reculer. Le premier ministre israélien a qualifié Erdogan d'antisémite. Et il dit qu'il veut détruire Israël. Que son objectif principal est de détruire Israël, de le rayer de la carte. Comment comprenez-vous cette escalade et la manière dont l'administration Trump essaie, d'une certaine façon, de calmer les choses, alors qu'il semble si difficile pour elle d'y parvenir? Eh bien, bien avant qu'il existe une nation moderne appelée la Turquie ou Turquie, moi je continue à dire Turquie comme je continue à dire Allemagne pour Germany, mais enfin, comme vous voulez. Avant qu'existe ce pays moderne qu'est la Turquie, il y avait l'Empire ottoman, et il n'y avait pas de frontières, la Syrie en faisait partie. Donc vous savez, les Turcs ressentiront toujours très fortement que pour eux c'est une région. Aujourd'hui, c'est le pays moderne de la Syrie, mais ce n'est qu'un des pays issus de Sykes-Picot, créé par la France et la Grande-Bretagne après la Première Guerre mondiale. Il n'a aucune logique au regard des populations qui s'y trouvent. C'était simplement des lignes tracées sur la carte par les Européens pour les arranger à la fin de la guerre et lors du démantèlement de l'Empire ottoman. Donc vous savez, bien avant qu'il y ait un État d'Israël, il y avait, vous savez, un empire ottoman qui incluait la Syrie. Les Turcs ne vont donc jamais simplement dire « Israël, vous avez un droit de veto sur chacun de nos mouvements dans le pays moderne appelé Syrie ». J'ai préparé cette carte parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent des mots comme Syrie, Israël et Turquie, ne réalisent pas qu'on parle de ce tout petit cercle en forme de cible. C'est la base aérienne d'Abu al-Duhur. C'est ce que les Israéliens ont frappé. C'est donc à seulement 60 km de la Turquie, ou 60 000 plutôt, sur ce court trajet, parce que la Turquie contourne la zone et descend le long de la Méditerranée, du côté est, et c'est à 320 km d'Israël, en traversant tout le Liban, puis une grande partie de la Syrie. Les Israéliens annoncent donc que tout ce qui dépasse les armes légères sur le territoire syrien, ils ont le droit de le détruire. Quand la Turquie et Israël ont tous deux soutenu la prise de contrôle du pays par Jalani, cela s'est fait avec des motos, des pick-up et des armes légères. C'était comme une frappe très rapide et coordonnée, fondée sur la vitesse et la mobilité. Et une fois cela accompli, les Israéliens ont passé les 2 mois suivants à détruire tout matériel militaire au sol qu'ils pouvaient trouver en Syrie. Ils circulaient comme ils voulaient. Enfin, ils ont commencé dans les ports de Tartous et de Latakia, et ils ont coulé tous les patrouilleurs syriens. Les Russes étaient déjà partis, les navires russes avaient quitté les lieux. Et c'est important, parce que la Russie entretenait une alliance très forte avec la Syrie et la famille Assad, qui remontait aux années 60, à l'époque de Nasser et de la guerre des 6 jours. La première bataille navale moderne entre des bateaux armés de missiles remonte à cette époque-là. Matt, il semble qu'il y ait un problème avec votre connexion. Vous m'entendez, Matt? Vous m'entendez? Oui, votre image est figée. Je ne sais pas si vous m'entendez ou non, mais votre image est figée. Nous ne vous entendons pas. Voyons voir. Matt va revenir. Il semble qu'il y ait un problème avec sa connexion.
Yeah. What he's mentioning is so important, I think. Ce qu'il évoque est très important, je pense, avec cette carte. Comme vous le voyez, il parlait de ces deux villes, ici, qui représentaient en quelque sorte, vous savez, le lien russe avec la Syrie, Latakia et Tartus. Et ce sont deux positions importantes pour les Russes. Oui, voici Matt. Yeah. Here is Matt. Matt is back. Je suis désolé. StreamYard, je sais que StreamYard fonctionne pour les directs, mais ça ne semble pas être la plateforme la plus stable. Bref, les Russes, c'était les ports russes en eau chaude pendant de nombreuses décennies, disons 50 ans. Donc, une partie de la chute du régime Assad, c'est que la Russie a perdu son implantation en Méditerranée. Cela dit, il y a toujours des Russes là-bas. Et pendant que les Turcs essayent de stabiliser leur zone, la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, et Alep sont très proches de la Turquie. En fait, c'est là que se trouvait, je crois, Jolani et son mouvement. Idlib est ici. Oui, très proche. Très proche. Mais Idlib et Alep, c'est là que les Turcs ont offert refuge à Jolani et à sa faction, avant qu'ils ne sortent de là et ne prennent le contrôle de tout le pays. Mais une fois que cela a été fait, Israël a coopéré. Ensuite, Israël a détruit tout ce qui allait au-delà des camions et des armes légères. Chaque hélicoptère, chaque char, chaque avion qu'ils pouvaient trouver, ils les ont détruits. Les bases aussi, toutes détruites par les bombardiers israéliens. Enfin, des bombes américaines, mais larguées par des avions de l'armée israélienne. Donc on voit bien la formule, prendre ce pays et le réduire à un État contrôlé par des seigneurs de guerre, où Jolani a juste assez de contrôle pour éviter un nouveau soulèvement, mais sans qu'il puisse jamais d'une quelconque manière menacer Israël. Et à présent, Israël s'estime en droit de détruire dans le pays syrien tout ce qui est plus imposant qu'un pick-up et une mitrailleuse. Je veux dire, et c'est assez audacieux, évidemment, vous savez, de chercher la confrontation avec la Turquie, alors que vous êtes déjà dans une quasi-guerre avec l'Iran. Vous savez, l'Iran fait partie de l'accord de la Mecque, qui dit que toutes ces guerres doivent cesser, sinon la guerre en Asie occidentale continuera jusqu'à ce qu'elle cesse toutes. Et voilà qu'Israël cherche la confrontation avec la Turquie. Oui, l'accord de la Mecque, comme vous l'avez mentionné plus tôt, est très important. Ils n'ont pas fait cela à Riyad, ils l'ont fait à la Mecque, ce qui signifie que c'est un accord islamique. Cela n'exclut pas l'Iran, parce que les Iraniens font eux aussi le pèlerinage à la Mecque, n'est-ce pas? Les musulmans chiites vont à la Mecque, tout comme les sunnites. Ce n'est pas réservé à l'un ou à l'autre. Alors, quand je regarde la carte, je vois l'Égypte et l'Iran susceptibles de s'y joindre d'ici quelques années, quand la présence américaine aura pratiquement disparu d'Asie occidentale, à l'exception peut-être d'Israël et de la Jordanie, qui est un État fantoche faible. Mais ils veulent que la Syrie soit réduite en ruines, comme la Libye. L'Irak est dysfonctionnel, désuni, et c'est ce qu'ils souhaiteraient. Que tous les pays qui les entourent soient faibles et impuissants, sans aucune défense, afin que l'aviation des FDI puisse circuler à sa guise et détruire tout ce qu'elle veut. Mais chercher querelle à la Turquie au même moment où l'Iran menace de riposter, d'escalader, il semble que ce soit même un pas de trop pour Israël. Même pour les partisans les plus fervents du projet du Grand Israël, c'est beaucoup à avaler. C'est beaucoup trop vouloir faire. C'est un petit chihuahua qui s'en prend à la fois un pitbull et un rottweiler. Et le chihuahua ne se sent capable de faire ça que parce qu'il a le sentiment que, vous savez, le gorille de 250 kilos, l'Amérique, le soutient quoi qu'il fasse. Mais Trump pourrait ne plus être au pouvoir. Enfin, pas ne plus être président. Mais à partir de janvier, la situation politique aux États-Unis peut basculer à 180 degrés si les républicains remportent la Chambre des représentants et le Sénat.
Trump peut à nouveau faire l'objet d'une procédure de destitution sans être démis de ses fonctions, mais il peut être entravé et très fortement affaibli. Les démocrates peuvent recourir à différentes procédures parlementaires pour couper le financement de cette guerre et contraindre la marine à se retirer. Quoi que Trump veuille faire à ce sujet. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, l'Iran a les meilleures cartes en main dans cette affaire. Il peut faire monter les tensions ou non. Il n'y a aucun moyen d'affamer l'Iran, pas quand il est relié à la Russie par la mer Caspienne et à la Chine par le rail. Donc je pense que ces sanctions de Scott Bessent n'ont aucune chance d'avoir le moindre effet, parce que la Chine a déjà adopté une loi qui rend même illégal le fait de se conformer aux sanctions américaines. Alors si vous êtes un homme d'affaires chinois, ou si vous dirigez une raffinerie chinoise, de qui avez-vous le plus peur? Des menaces de Scott Bessent ou de votre propre gouvernement qui peut vous mettre en prison. Et il le fera. Je veux dire, en Chine, ils ne prennent pas la corruption à la légère. Donc en ce sens, je pense que l'Iran est dans une position très forte et qu'Israël provoque maintenant un conflit avec la Turquie. On a l'impression qu'ils veulent voir tout le Moyen-Orient partir en flammes tant que Trump est encore pleinement aux commandes. Parce que je pense que là, Trump est totalement sous le contrôle du lobby israélien. Je veux dire, après que les Israéliens ont frappé cette base aérienne, ils parlaient même, comme par hasard, du fait que l'Amérique quitte l'OTAN. Ce qui voudrait dire pour lui que sa relation avec Israël est plus importante que sa relation avec l'OTAN, puisque la Turquie est membre de l'OTAN. Autrement dit, s'il fallait choisir entre Israël attaquant la Turquie et l'OTAN, il se rangerait du côté d'Israël contre l'OTAN. Je veux dire, on est vraiment en territoire inconnu, avec un Trump complètement imprévisible. Mais au moins jusqu'en janvier, il a le contrôle total de l'armée. Même s'il perd l'élection en novembre, si les républicains perdent les élections de mi-mandat, ils garderont le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat jusqu'à l'entrée en fonction du prochain congrès, à la mi-janvier prochain. Donc au Moyen-Orient, ça peut être très long. Mais qu'Israël attise une guerre avec la Turquie en ce moment, ça paraît complètement fou, vraiment complètement fou. Matt, que pensez-vous de ces informations? À plusieurs reprises, vous avez entendu dire qu'à Washington, on parle d'utiliser des armes nucléaires contre l'Iran. Et récemment, Marjorie Taylor Greene a fini par s'exprimer en disant « Je ne spécule pas, ils en parlent vraiment. Ils veulent faire quelque chose. » Peut-être que Donald Trump envisage plus sérieusement d'utiliser ces armes, puisque la guerre conventionnelle n'a pas marché. Jusqu'à présent, les armes conventionnelles n'ont pas marché. Alors comment voyez-vous toute cette question de l'arme nucléaire? En quoi cela va-t-il changer la position de Donald Trump ou ce qu'il peut tirer de cette guerre en Iran? Eh bien, je pense que mentalement, il ne va pas bien. Je pense qu'il entre presque dans une phase à la Néron ou Caligula, qu'il n'agit pas de manière rationnelle. On l'a vu sous l'influence d'Israël. Rien que le fait de déclencher cette guerre était insensé, en se disant « Oh, ce sera comme le Venezuela ». Et vous savez, on emploie le terme de frappe de décapitation alors qu'il s'agissait de frappe de missiles visant à assassiner. Et vous savez, autrefois, quand les Américains pensaient à un assassinat, ils imaginaient Bradley Cooper ou Mark Wahlberg avec un fusil de précision, n'est-ce pas, visant soigneusement un mauvais terroriste, quelque part. Mais nous avons utilisé le modèle israélien et nous avons largué des missiles Tomahawk directement sur des immeubles parce que l'algorithme disait « Oh, samedi matin, il y a, vous savez, 4,20, 4,10 ou 60% de chances
que cet individu soit dans cet immeuble. Donc, si tous ces tomahawks tombent en même temps, ils n'auront pas le temps de s'avertir les uns les autres. Et le fait que leurs familles et leurs voisins seront tués, ça nous est égal. Très bien. Donc vous savez, pour moi, c'est une manière assez terrible de commencer une guerre. Mais je n'aurais jamais cru que les Américains feraient ça. D'accord. Vous savez, il a même plaisanté avec le Premier ministre du Japon à la Maison-Blanche à propos de Pearl Harbor. Vous savez, parler d'attaques surprises, en plaisanter, pour moi, c'est quelque chose de très déshonorant et de contraire aux valeurs américaines. Et cela s'est produit pendant les négociations. À Oman, vendredi, il disait « Oh, ça s'annonce bien, on se voit lundi à Genève ». Alors tout le monde est rentré chez soi ce week-end-là en se disant que cela allait peut-être se régler. Et puis samedi matin, les missiles ont commencé à tomber, y compris sur l'école des enfants à Manab et dans d'autres endroits. Mais cette méthode israélienne qui consiste à faire exploser des immeubles pour peut-être atteindre une personne qu'ils pensent s'y trouver, pour moi, c'est déjà incroyable. Alors on se dit, est-ce qu'il envisagerait d'utiliser une bombe nucléaire? Ils ont cette bombe qui peut être larguée par un F-35 ou un bombardier furtif B-2 dont ils peuvent littéralement régler la puissance. Vous savez, la bombe d'Hiroshima faisait environ 15 kilotonnes. Et ils peuvent descendre jusqu'à une fraction de kilotonne ou monter jusqu'à 8 kilotonnes environ, je ne suis pas sûr. Mais l'idée qu'ils choisiraient une montagne en disant que c'est là que tout le matériel nucléaire est caché et qu'ils essaieraient de le détruire avec une bombe nucléaire, ça ne marcherait pas. D'abord parce que ces montagnes de granit sont assez solides pour résister à une arme nucléaire de faible puissance. Ces villes de missiles sont construites sous des montagnes de granit, avec des milliers de pieds de granit au-dessus, et plusieurs sorties équipées de portes anti-explosion, de chambres d'expansion et de virages conçus pour réduire l'effet d'une onde de choc. Donc, utiliser des bombes nucléaires simplement comme un geste, pour ensuite dire au monde « Regardez ce qu'on a fait, nous avons détruit le programme nucléaire ». Je pense que ce serait un échec total. Parce que, comme d'autres l'ont souligné, on ne peut pas détruire le savoir. Ce n'est pas une sorte de Saint Graal ou l'épée Excalibur cachée dans une montagne et dont la destruction mettrait fin à toute possibilité pour l'Iran de se développer. Il y a des scientifiques qui peuvent tout recommencer, quoi qu'il arrive. Et je l'ai dit à certaines personnes, même s'ils larguaient une énorme bombe nucléaire sur Téhéran et tuaient 20 millions de personnes, cela ne mettrait pas fin à la guerre. L'histoire l'a prouvé encore et encore au XXe siècle. Bombarder l'Allemagne, les Allemands bombardant Londres, les Américains et les Britanniques bombardant les villes allemandes, tout cela n'a pas poussé les populations à abandonner et à se rendre. Ça les a rendues plus furieuses. Donc, il n'y a aucune chance d'affamer l'Iran jusqu'à le faire céder, parce qu'il est connecté à toute l'Asie. Une présence navale au large de l'Iran peut restreindre les exportations de pétrole qu'il vend. Mais cela ne conduira pas à une situation de famine où les dirigeants iraniens diraient « Nous nous rendons ». C'est une incompréhension totale de tout ce qui concerne l'Iran, y compris des fondements même de l'islam chiite, qui repose sur le sacrifice et le martyre. C'est, vous savez, comme si une arme sur la tempe, on me disait « Signez ce document et faites les choses à notre manière, sinon Adder vous tue ». Ils diront « Il faudra me tuer, mais mon fils reviendra ». Puis son fils. Je veux dire, c'est une incompréhension totalement américaine du caractère iranien. Plus vous les menacez, plus ils vont se raidir. Donc ce que nous faisons est absolument inutile. Je ne sais pas si l'Iran va escalader en frappant des bases aériennes ou un navire, mais c'est une possibilité.
Ils pourraient estimer que le statu quo ne leur apporte pas les résultats qu'ils veulent. Ils pourraient décider d'escalader en frappant soit un navire, soit une base aérienne. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ce sera très mauvais politiquement pour les républicains. Et quand les démocrates prendront le contrôle en janvier, ils pourront arrêter ça. Mais d'ici janvier, je pense que Trump et Netanyahou ont les mains libres dans toute la région. Trump and Netanyahu have a free hand right across the region.